C'est surtout Martin. Salut, ça va? Ça va, toi? Oui, ça va bien. Olga, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut annoncer en particulier Je veux dire que la programmation, avec les programmations. 15e anniversaire? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y en a quelques-unes jusqu'à la fin novembre. Oui, son interlude musical, typiquement. C'est vrai que j'ai demandé de la bossa nova, je pensais Ah, pas t'as qu'on- écouté, mais Et on doit Non, faire arrêtez de me combien de temps? demander, là, je sais pas. C'est une heure. Olga, est-ce que c'est une heure? Hein? Est-ce que c'est une heure? Ouais, une heure. C'est bon? On danse avec. Pendant qu'on répond. on dirait la musique de Sims. Meubler votre maison. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Non, oui. Oui. Bonjour, merci à tout le monde d'être là ce soir. On est là dans le cadre de la programmation du 15e anniversaire des éditions Héliotrope. Il y a eu plusieurs rencontres déjà, il y en aura d'autres jusqu'à la fin novembre pour commémorer cet anniversaire. Et je suis très heureuse d'être là. Je me présente d'abord, Annabelle Moreau. J'ai été la rédactrice en chef de Lettres québécoises pendant 5 ans et maintenant je suis doctorante en littérature à l'Université McGill. Je suis très contente de vous voir tous ce soir et d'accueillir nos merveilleux invités. Je vais vous les présenter d'abord et ensuite on va passer directement à la question qui nous occupe ce soir, donc à quoi sert la littérature? Ce soir, c'est pour abrouiller les cartes. Je ne sais pas qui a eu l'idée de toute cette série de questions, mais bon, c'est très intéressant. Mais très... Je sais pas non plus. Je sais pas non plus, d'accord. C'est un truc un peu collectif. Il y a Edith Piaf qui nous a aidés. Elle a commencé par À quoi ça sert l'amour, puis ensuite avec Florence, Annie, Alexandra, Rosalie, on a réussi à trouver toutes les sous-questions comme ça pour bien creuser, puis trouver des choses où on ne pouvait pas répondre vraiment. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça, on va passer la soirée à ne pas répondre vraiment. Donc, merci de ne pas répondre vraiment à mes questions. Vous pouvez prendre toutes les libertés. Alors, Olga, donc tu es née à Montréal en 1970. Tu es la directrice littéraire de la maison d'édition Héliotrope, dont évidemment on fête ces jours-ci le 15e anniversaire. Donc, Une autre vie est possible est ton 5e roman. D'ailleurs, je tenais à dire qu'au lancement, il y a 2 semaines environ, la salle s'est emballée et a chanté en chœur l'International. Donc, puisque dans ce roman-là, tu racontes les rêves de révolution d'une mère et de son fils dans le Montréal des années 70. C'est un très beau lancement. Kevin, tu es aussi né à Montréal, c'est ça que j'ai compris dans nos échanges, d'accord? Mais tu as grandi à Chicoutimi. Oui. D'accord. Donc, en ce moment, tu poursuis un doctorat au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Tu y enseignes la création littéraire. Oui, c'est correct. Tu as fait paraître 2 romans qui ont fait grand bruit, notamment Tu aimeras ce que tu as tué en 2017, qu'on a appris donc ces jours-ci, vous le savez, qui était finaliste au prix Médicis. Et je vais maintenir jusqu'au bout mon enthousiasme que cet ouvrage va gagner le prix Médicis. Et tu as fait paraître Querelle de Roberval en 2019, qu'on trouve ici en version de poche. Donc, merci d'être là, Kevin. Alice, tu es aussi née à Montréal. Donc, on a un panel de Montréalais ce soir. Oui, clairement, je suis née à Montréal aussi. Pas très montréalais. Oui. Donc, tu es aussi doctorante au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Tu y enseignes la critique cinématographique. En 2014, tu publiais Titre de transport. En 2016, tu as publié Villégiature, que je n'avais jamais lu et que j'ai beaucoup aimé cette semaine. Enfin, tu as coécrit avec ta mère, Ginette Michaud, Néon et Sakura, paru en 2019. Et cet ouvrage s'est mérité le prix littéraire Canada-Japon. Je voudrais aussi mentionner que tu as
co-dirigé le 200e numéro de la revue 24 images. Quel en était le sujet? C'était la cinéphilie. Le numéro s'appelle Vivre le cinéma. Il est censé être en librairie. Là. Je suis allée au cours de tête cette semaine et il n'y était pas, mais là, normalement, il y est. Et c'est sur comment repenser le geste critique à partir de la cinéphilie, finalement. Un numéro très personnel et je vous invite à le lire. Bien. Alors, je commence avec mes très longues questions. Si sont trop longues, coupez-moi. Je commence avec Une autre vie est possible. Tu écris, Olga, à propos des écrits révolutionnaires consultés par la cellule dont tu témoignes, que, j'ouvre les guillemets, grâce à ces journaux, ces magazines, grâce aux livres que dévorent les camarades et à ceux qui les écrivent, il sera possible de déchirer le voile de l'ignorance et de faire éclater la vérité au grand jour. Je vous demande donc, première question, à chacun, pourquoi vous lisez et pourquoi vous écrivez? Est-ce que c'est pour faire éclater une certaine réalité ou c'est pour justement brouiller les pistes, nous amener les lecteurs complètement ailleurs? Vous pouvez répondre les trois en même temps, pas en même temps. En tout cas, dans mon roman, évidemment, il y a quelque chose. C'est une voix. C'est la voix de la narration qui raconte ça, mais au fond, est-ce que ça marche vraiment de déchirer le voile d'ignorance pour ça? Je ne suis pas certaine. Il y a beaucoup de doutes aussi. J'ai beaucoup de doutes là-dessus. Est-ce qu'on écrit... Je pense qu'il y a trop d'écho dans mon... Vous vous approchez du micro, je pense. Non, je crois que c'est trop fort, au contraire. Bon, enfin. Là, il y avait de l'écho, il n'y en a plus, merci. Olivier. On t'entend très bien. Oui, je sais. Donc, ce que je disais, est-ce qu'on écrit pour... je ne sais pas si on écrit pour ça, en vérité, je ne sais rien. Je sais rien, je sais pourquoi on lit, on cherche des choses. Puis peut-être qu'on écrit un peu pour chercher des choses aussi, mais quand on lit, on essaie de rencontrer... En tout cas, moi, je suis une certaine mystique de la littérature, puis j'ai l'impression que je vais découvrir des choses grâce à la littérature, parce que toute ma vie a été comme ça. J'ai eu l'impression de découvrir beaucoup de choses grâce à la littérature, tout un monde qui se donnait à voir grâce à la littérature, ce que je pourrais dire en tout cas. Pas parce que ça m'éclairait de façon si claire d'ailleurs, mais au contraire peut-être parce que ça m'embrouillait. C'est grâce à cette embrouille que j'ai pu découvrir certaines choses. C'est pour ça, j'imagine aussi qu'on continue à lire, continue à brouiller. Oui. Kevin? Peut-être je peux le prendre. C'est assez difficile. Je pense que c'est intéressant comme question, pourquoi on lit, puis on se la pose pas si souvent, cette question-là, malgré tout. Je pense que ça change beaucoup pour moi, pourquoi on lit. Je pense que, si je pense à ma vie, je pense que les premières, vraiment, la raison pourquoi j'ai lu au début, c'était pour sortir de la vie, pour sortir de la réalité, puis je lisais les livres qu'on me donnait à cette époque-là, qui étaient surtout des livres fantastiques, justement, qui promettaient qu'il y avait un autre monde, qu'une autre vie est possible, genre. Donc c'est souvent des jeunes personnages qui découvraient un univers dans lequel ils avaient leur place, alors que dans la vie, ils ne trouvaient pas leur place. Donc c'est une structure que beaucoup de textes ont. Après ça, je pense que j'ai lu pour me distinguer de mon milieu d'origine, je dirais, pour m'éloigner de ma famille, pour m'éloigner de la région dans laquelle j'ai grandi. C'était comme une manière, vraiment comme une sorte de bouée de sauvetage pour en sortir. Après ça, je pense que j'ai lu pour comprendre mon désir. Pour moi, la littérature a vraiment été comme utile pour comprendre ma sexualité, pour comprendre mon identité, puis je pense pas que j'avais compris vraiment, mais en tout cas pour me donner des clés, puis des esthétiques ou des sensibilités qui m'aidaient. Puis aujourd'hui, je dirais que je sais pas trop pourquoi je lis, puis c'est difficile ça quand tu l'as dit, mais je fais un doctorat en ce moment, puis quand on fait un doctorat, on lit beaucoup, on sait pas trop pourquoi on lit des fois, on sait pas trop pourquoi on le fait d'ailleurs, mais... donc, je pense que je me demande beaucoup cette question-là ces temps-ci. Pourquoi je lis, puis j'ai comme une vie de lecture qui est plus liée à l'école, puis une vie de lecture parallèle. C'est sûr que ma vie de lecture parallèle est assez intuitive aussi. Tu sais, je sais que je vais aller vers un texte, mais je sais pas nécessairement pourquoi j'y vais, puis je sais pas, peut-être à rebours, ça serait intéressant de savoir pourquoi j'y ai été. C'est en effet une très très large question. Pourquoi est-ce qu'on lit? Pourquoi on écrit? Je sais pas, on a beaucoup d'autres auteurs-autrices dans la salle aussi, et je sais pas pour vous, mais moi, écrire et lire en même temps aussi, c'est quelque chose que je trouve très difficile. On dirait que c'est soit j'écris,
soit je lis. Et depuis le temps de la pandémie, c'était un peu ni l'un ni l'autre parce que c'était beaucoup le cinéma. Ma vie est très axée cinéma et littérature. Et là, on dirait que j'ai regardé beaucoup, beaucoup de films et je suis toujours dans ce rapport de culpabilité. Donc, il me faudrait garder les deux lignes comme ça, autant les films, autant le cinéma, alors que tout s'imbrique. Et par rapport à ta question, je pense qu'on brouille les pistes pour accéder à une forme de réalité autre. On prend des chemins un peu sinueux, que ce soit dans les espèces de communautés de livres qu'on crée de soi à soi. Des fois, on déroge, justement, on dit « Ah, j'ai trop lu cet auteur » ou on y revient. Il y a quelque chose de ça beaucoup en ce moment. On est dans des périodes où on revient vers les auteurs, des fois qu'on a lu il y a très, très longtemps. Comme moi, je fais ça des fois, on va dire, relire Annie Ernaux. Alors, ça fait depuis 10 ans que je ne l'ai pas lu, ou peut-être 7 ans. Et pareil pour des cinéastes que j'ai délaissés comme Wong Kar-wai, et là, je reviens. Donc, il y a quelque chose de... C'est peut-être une forme de brouillage de piste de, justement, faire un espèce de cycle dans sa propre façon de lire et d'écrire. Mais écrire pour brouiller les pistes, je pense que c'est quand même assez important, mais on aura le temps d'en reparler plus à travers tes questions. Moi, je trouve que c'est une question tough. On a eu une question tough aujourd'hui. Là. Il y avait d'autres questions comme est-ce que ça sert à rien? Là, tu sais, ça ouvrait sur d'autres pans, là, mais brouillé, comme ça, on est dans le flou aujourd'hui. Là. Ouais. On va continuer à se mélanger. D'ailleurs, dans Néon et Sakura, tu écris, puis c'est pour lancer un peu, justement, continuer à se brouiller nous-mêmes. Donc, Alice, tu écris « Ce recours au récit me laisse penser que la fiction exerce peut-être un réel pouvoir ici. » Donc, tu parles du Japon en l'occurrence. « Qu'elle est vue comme une nécessaire lucidité quotidienne, le moyen d'auréoler les banalités les plus fastidieuses. » Donc, ce que je voudrais vous demander, les trois, c'est donc comment vous travaillez la fiction? Est-ce que c'est, pour reprendre tes mots, est-ce que c'est un moyen d'auréoler les banalités les plus fastidieuses? Ben ça, c'est drôle que tu aies pris cet extrait-là parce que dans ce livre, justement, Néo Sakura, que j'ai écrit avec ma mère, je suis retournée parce que je n'étais même pas sûre si c'était moi qui avais écrit ce passage-là ou non. Donc, on est complètement dans ce livre-là, dans le brouillage des pistes. Et moi-même, je suis brouillée parce que là, ça fait 3 ans et je ne savais plus du tout si c'était moi ou si c'était elle. Puis c'était en effet moi. Et ce petit passage-là est à propos d'un panneau explicatif qu'il y avait au Japon dans un parc, et qui parlait de comment les corneilles, fallait pas les nourrir, elles étaient agressives, et les chats étaient là aussi. Et il y avait une petite histoire qui avait été créée, assez drôle et sympathique, sur qu'elles étaient ennemies, il fallait vraiment pas. Et j'avais trouvé cette narrativité-là très, très fascinante, et Vincent pourrait en parler bien, bien mieux que moi, parce que moi, c'était un regard de fille qui reste au Japon pendant 3 mois, mais je me suis dit, est-ce que tout, à quelque part, est fictionnalisé dans cette ville-là? Est-ce qu'il y a plein de mini-fictions? Est-ce que les gens se racontent des histoires bien plus qu'on le fait ici? Et moi, ça m'a inspirée parce que je me dis, c'est ce qu'on fait dans le réel. En effet, tout part des banalités quotidiennes. Je veux dire, je sais pas, là, j'ai renversé du café sur mon chum et j'étais comme, ça pourrait être un début de quelque chose, tu sais, comme tout peut exister à travers l'infime, le détail, le fragment pour moi. Et je pense que ce projet de livre, Néon et Sakura, est vraiment ancré dans cette espèce de culte du fragment, mais comme de commencement à chaque fois à partir d'un mini détail, d'un mini émerveillement qui essayait aussi d'être humble, parce que c'est ça aussi d'accepter la banalité des choses et qui fonde la littérature, c'est de trouver le petit, l'immensité dans le petit. Moi, ça m'anime beaucoup, en tout cas d'un point de vue du regard et de l'observation. Et c'était vraiment le cas, je pense, dans mes 3 livres, mais particulièrement dans celui-là. On fait-tu le chemin inverse, genre? Oui, okay. Brouille tout. Moi, je me sens pas très doué pour faire la différence entre la réalité et la fiction. Comme, quand j'étais enfant, j'ai une mère très inquiète, en général. Puis quand j'étais enfant, elle me disait toujours c'est quoi la pire chose qui allait arriver si je faisais pas ce qu'elle me demandait de faire. T'sais. Fait que genre, si tu mets pas ton cache-cou, ben là, tu vas faire une pneumonie, il va falloir aller à l'hôpital, puis on peut mourir de ça. T'sais. Mais c'était vraiment généralisé. Ou si tu vas jouer dans le banc de neige, ben là, le banc de neige va s'écraser sur toi, puis là, la déneigeuse va passer, puis elle va te souffler. C'est vraiment. Puis ça m'a vraiment marqué, ça reste encore avec moi aujourd'hui d'ailleurs, puis j'essaie de travailler à calmer cette dimension-là de mon cerveau. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est juste un peu comme Alice le disait, c'est juste des fictions du quotidien comme ça, ou des micro-fictions du quotidien qui circulent, puis qui nous collent un peu, qui restent collés à notre vision du monde, puis on s'en défait pas après. Moi, quand je vois un banc de neige, j'imagine un enfant dedans, tu sais. Puis, puis je trouve que c'est ça, la fiction est intéressante quand elle est dans cette zone-là, quand on sait plus, quand elle vient un peu se mettre par-dessus la réalité, ou même quand on sait plus, justement, c'est quoi la réalité ou c'est quoi la fiction. Puis je trouve que c'est intéressant aussi de voir nos vies comme travaillées par des fantasmes, par des mythes, parce que souvent aussi,
ces fictions-là, ils viennent de fantasmes, ils viennent de peur, de crainte, d'humiliation, d'inquiétude, Puis je pense que... En tout cas, moi j'aime bien voir que la vie est un peu... elle passe toujours à ce prisme-là. Puis je pense que la fiction peut aussi faire ça. Souvent, le roman fait ça, d'ailleurs. Tu sais, le roman, c'est rarement une sorte de miroir réaliste d'une existence, mais on nous présente une réalité qui passe par une sorte de filtre inconnu, étrange, bizarre. Puis en se lisant, on se demande souvent, justement, c'est quoi ce filtre-là qui rend ce qu'on lit aussi l'espèce de petit côté unheimlich qu'on n'arrive pas à identifier. Mais moi, j'aime bien que le roman, en tout cas, se situe un peu à ce niveau-là, dans l'espèce de zone marécageuse entre le fantasme et la réalité. Ben, dans mon dernier roman, moi j'étais un peu au ras des pâquerettes parce que j'étais prise avec une histoire que je voulais raconter. J'avais l'impression que c'était tout à fait mon histoire, l'histoire de mon enfance. Puis j'étais prisonnière de ça. Alors la banalité, elle était là tout le temps, la grande histoire aussi, parce que les militants voulaient des grandes choses, des grands espoirs et tout ça. Mais j'étais un peu coincée entre ces deux choses-là. Puis la banalité me permettait en voulant raconter quelque chose de très réaliste, parce que tout n'est pas nécessairement si réaliste, mais ça me permettait d'accrocher, de construire, d'avoir des briques pour construire mon histoire, cette histoire-là en tout cas. Mhm. Parce que, oui, comme tu le disais, c'est une histoire que tu as vécue, donc il y a cette espèce de filtre de la fiction-là que tu as souhaité, comme Kevin disait, souhaité appliquer sur cette histoire-là. Est-ce que... Pas que j'ai souhaité appliquer, mais je me suis laissée guider par les souvenirs d'enfance, puis j'ai construit un roman à partir de ça, quoi, disons. C'est ça. Après, c'est pas tant filtré. Moi, j'ai une question, parce que quand on lit, c'est pas si clair, on sait pas que c'est les souvenirs d'enfance. Tu sais, c'est à la troisième personne, le personnage s'appelle Valérie. Oui, mais l'autre disait Madame Bovary, c'est moi. Ben, le petit Valérie, un peu efféminé, un peu chétif, c'est moi, quoi. C'est pas compliqué. Ouais, c'est pas si clair. Mais non, mais tant mieux que ça soit pas clair. Je dis ça entre nous, mais c'est comme ça. Pour répondre à cette question-là, c'est comme ça que je répondrai. Peut-être demain, je répondrai complètement autre chose, parce que c'est pas si clair dans ma tête non plus. Je vais vous amener peut-être... sur le sujet des lieux, comme justement filtre à fiction, peut-être qui peuvent provoquer autre chose. Donc, Kevin, on l'a dit, tes romans se passent au Saguenay. Tu as une manière vraiment, toi, de plier la réalité avec tes personnages, avec les lieux, puis tu règles des comptes avec cette région-là, on va le dire poliment comme ça. Alice, bon, dans Néon et Sakura, tu supprimes vraiment tes impressions de voyage. Et moi, il y a une image qui m'a beaucoup marquée. Bon, tu parles de tableaux vivants pour parler d'une scène que tu n'oublieras pas. Je ne sais pas si tu vas vouloir la raconter, mais bon, moi, ça m'a... c'est comme si tu avais importé un peu ce tableau-là pour nous, puis que tu l'avais rendu vivant, en tout cas. Et Olga, bon, on l'a pas dans une autre vie possible, mais bon, dans le précédent, ça se passait sur une île en Grèce, donc à Mykonos. Puis je me souviens aussi, j'ai un vague souvenir, il y a plusieurs années, j'ai participé à une rencontre à Métropolis Bleu. Il me semble que c'était sur les hôtels, les lieux un petit peu de passage et tout ça. Donc, je me demandais toujours dans notre question d'aujourd'hui à brouiller les cartes, est-ce que les lieux, pour vous, dans vos romans, dans vos écrits, servent aussi de cette espèce de filtre à brouiller les cartes? Comment ils vous permettent à vos personnages finalement d'entrer dans la fiction? Peut-être, bon, vu que le roman est sur le Japon, ça permettait autre chose, mais je veux vous entendre les trois là-dessus, malgré que moi, vous je avez... peux juste une chose, déjà, je crois que la littérature, pour moi en tout cas, mais souvent, je crois que la littérature, elle est tapie dans les lieux. Elle attend juste qu'on aille la chercher dans ces lieux-là. Moi, c'est mon sentiment. Ben oui, moi je pourrais répondre là-dessus. C'était pas du tout voulu, on dirait, mais après un troisième livre où le lieu est tellement important, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est une question fondamentale finalement dans ce que je travaille. Le premier était donc sur
qui se passait dans Montréal, mais dans le métro. Le deuxième est dans un hôtel, justement, une question des motels-hôtels. Et le Japon, puis à chaque fois, c'est des espèces de lieux qui deviennent des matrices, là, surtout dans le villégiature, là, mais les lieux qui déterminent ma structure au complet dans les livres. C'est sûr que c'est ce qui permet tout. J'ai l'impression que sans les lieux, j'aurais pas d'histoire du tout. Et ça permet la plus grande liberté de trouver son lieu, j'ai l'impression. Puis pour moi, les lieux, finalement, je me rends compte, ils sont... je travaille là-dessus aussi au doctorat, donc c'est pas si tout est dans tout, comme on dit, mais c'est toujours des lieux un peu hantés, là, comme que ça soit littéralement l'hôtel un peu à la Shining dans Villégiature, mais le Japon, encore là, est hanté, mais par des regards que j'imagine, par des vies, justement, des millions de petites fictions, et qui, j'espère, sont, c'est ça, humbles et distancées, parce que, évidemment, j'en sais rien, et c'est tout ce qui se crée dans cette altérité-là qui est complètement une fiction. Et tu vois, le tableau dont tu parles, je ne sais même plus c'est lequel exactement, mais j'en ai plein en tête. Mais je pense que oui, le lieu, comme tu dis, Olga, c'est vraiment... c'est très mystérieux. Et le lieu lui-même, après, se dérobe, j'ai l'impression, quand on le travaille. Il y a toujours... C'est un point de départ, mais là où ça nous amène, c'est jamais là où on pensait aller quand tu te mets à travailler un lieu, j'ai l'impression. Puis c'est ça qui... Le lieu est habité en lui-même. On le fait habiter par l'écriture, mais il y a comme une espèce de retour de comment le lieu s'insère, comme... Quand j'écrivais dans le titre de transport, mettons, Montréal se mettait à parler elle-même, donc la ville parlait, puis là, il y avait cette espèce de retour de moi, j'avais voulu travailler le lieu, mais le lieu travaillait l'écriture. Donc, ce back and forth-là, moi, m'anime beaucoup quand je... Mais là, je pense pas que le prochain va être autour d'un lieu. On verra, mais je pense pas. Comme je faisais une parenthèse juste sur le lieu, mais je pense à Pierre Sanson qui est Oui. juste là dans ma face. Puis les lieux sur Montréal, juste à côté des bureaux d'Héliotropes, c'était formidable. Ouais. Ce roman extraordinaire qui se passe juste à côté, là tous les lieux étaient si importants. Enfin bon, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, j'aimerais ça, pour brouiller les cartes un peu, répondre avec un livre d'Olga, parce que j'enseigne Mykonos, qui est un livre que j'adore, puis je l'enseigne avec la question des lieux dans mon cours, puis ça marche vraiment bien. Puis c'est vraiment intéressant parce que dès l'Incipit, les personnages arrivent à Mykonos, donc c'est 4 jeunes, ou 5 jeunes, je ne me souviens plus, qui arrivent sur l'île en tant que touristes, puis ils sont dans le bateau, puis la première chose qu'on décrit, c'est juste, le personnage voit la clôture, la barrière, je sais pas comment dire, du bateau, la rambarde, voilà, qui bouge, qui monte, descend avec les vagues, tu sais. Donc on est vraiment dans un lieu dans lequel on est jeté. On ne sait pas on est où, mais on voit une rambarde qui passe dans notre champ de vision. Puis les lieux sont beaucoup décrits comme ça, avec ce qu'on voit pas, ce qui bloque le point de vue des personnages, parce que c'est des touristes, puis ils vont à Mykonos, mais ils connaissent rien de Mykonos, ils savent à peine sont où, tu sais. Puis ils voient le lieu, mais ils voient juste les circuits touristiques. Puis, mais le point de vue narratif est vraiment habile parce que le roman, l'écriture d'Olga, elle embrasse le point de vue des personnages, mais en même temps, elle a assez de décalage pour que le lecteur en voit un peu plus que les personnages. Donc nous, on a comme des petits indices de justement ce qui manque, de ce qu'ils voient pas, mais pas dans le but de complètement les ridiculiser un peu des fois, mais pas juste ça. Il y a aussi assez d'empathie, disons, envers eux pour que ça soit plus ambigu. Puis il y a aussi un autre truc, moi, qui m'avait marqué de ton livre, c'est comment tu décris la mer, parce que c'est assez difficile à décrire l'eau, puis les personnages vont nager à certains moments, puis on a toujours l'impression qu'il y a une catastrophe qui va arriver, mais il se passe rien, mais ils vont nager au large, puis là, à un moment donné, ils se retournent, puis ils se trouvent qu'ils sont loin de la plage, puis là, ils reviennent, puis on est très inquiets, mais la manière dont tu décris ça est vraiment... on voit les choses. C'est très cinématographique, mais il n'y a presque pas de description visuelle pourtant. Mais on est tellement placé, un peu comme l'Incipit avec la rambarde, on est tellement placé dans la scène c'est vraiment extrêmement visuel. C'est vraiment fascinant. C'est drôle que tu dises... Moi, j'aurais dit comme c'était l'atmosphère, parce que tu sais, on travaille les lieux, mais comment tu travailles l'atmosphère du lieu, c'est deux choses aussi vraiment différentes. Oui, c'est vrai. Comme l'atmosphère du roman d'Olga est vraiment particulière, puis c'est... Je pense le côté inquiétant, c'est ça. Mais je sais pas si même chez Héliotrope, on travaille particulièrement les atmosphères. Il y a quelque chose, on est beaucoup à être là-dedans. C'est même pas le lieu, mais c'est ce qui flotte autour du lieu, tu sais, tout le temps. Ouais. Olga, est-ce que tu veux nous parler des lieux chez Kevin Lambert? Il est trop fort, là. Moi, je suis pas une prof née comme ça. Je suis pas capable de dire tout ça, quoi. Mais je devrais, mais non. Mais je saurais pas le dire. Moi, je t'avais préparé. Mais j'aurais pu parler de la souffleuse, par exemple. Ça qui mange la petite, ça.
Est-ce que, Kevin, tu veux poursuivre sur les lieux dans tes propres œuvres aussi? Non. Non? On peut aller à une autre question. Ok, une autre question. Oh, une question sérieuse. Je veux qu'on parle du pacte de lecture. C'est quoi? Je sais pas, c'est à vous de me le dire. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? Est-ce que ça vous sert à brouiller les pistes? Est-ce que vous êtes complètement... Est-ce que vous voulez être transparent avec vos lecteurs ou pas? Kevin, Olga ou Alice, allez-y. Ben moi, je peux y aller en premier, c'est Mm. pas... c'est plus compliqué pour toi peut-être que pour moi. Brouiller les pistes, je pense pas que c'est quelque chose de nécessairement volontaire, mais je me suis rendu compte, tu sais, en réfléchissant aux 3 livres, finalement, que j'aime faire des petits livres un peu bizarres, qui sont à la lisière des genres, souvent, comme... Je sais jamais comment décrire Néo et Sakura, c'est comme c'est un carnet de voyage, c'est un essai personnel entre mère et fille, c'est un livre sur le Japon, tu sais, c'est comme... Je pense qu'au début, les gens le classaient justement dans Voyage, après ils l'ont mis ailleurs. Pareil pour Villégiature, qui est un livre, qui est un roman, mais par monologue un peu. Puis d'aucuns ont dit ce n'est pas un roman, d'autres ont dit oui. Puis mais ça m'amuse un peu finalement de faire ce brouillage-là. Donc je pense que déjà dans la question du genre, il est un petit peu là. Mais après, je pense que au cœur des livres même, comme par exemple dans Néon et Sakura, les passages descriptifs où chacun des fragments sont pas... ça dit pas que c'est moi ou c'est ma mère qui écrit. Donc, il y a ce petit jeu de devinette-là qui est même pas nécessairement à trouver. Moi, je pense qu'on peut le lire aussi en s'en foutant complètement de savoir qui écrit quoi parce que au bout d'un moment, c'est juste à peu près, on a essayé d'uniformiser nos voix aussi pour que ça paraisse pas beaucoup. Donc, il y a ce petit brouillage-là qui est au cœur du livre. Pareil pour Villégiature. Il y a 3 niveaux dans le fond, il y a une histoire, il y a les monologues, il y a une histoire intercalée et il y a l'autel qui parle par-dessus ça. Donc déjà, comme les niveaux aussi étaient une façon de brouiller un peu les pistes pour voir qui parle, même si c'est un petit peu plus clair puis qu'on comprend au fil du livre. Puis je pense que c'est plus transparent dans le titre de Transport où là, c'est vraiment un vœu de pluralité, de faire parler plusieurs voix de Montréal. Donc je pense que c'est toujours un léger décalage peut-être, sans être un brouillage complet des pistes parce que c'est ça. C'est pour que ça se fasse un petit peu sinueusement, je dirais, à travers les livres et dans la structure même. Merci, c'est toi qui voulais une autre question. Moi, je dirais que j'ai écrit un premier roman au jeu avec un personnage qui est comme un peu moi, mais pas complètement. Puis après, après ce livre-là, je me suis comme un peu fatigué du jeu. J'ai essayé comme même d'autres textes au jeu, puis on dirait que c'était pas mon mood. Fait que je dirais que le pacte de lecture, en ce moment, comme je le travaille, puis Querelle est un peu là-dedans aussi, puis dans le texte que je travaille en ce moment, le pacte de lecture est dans une espèce de tension entre ma propre subjectivité, mais aussi l'absence de jeu du texte. Donc le fait qu'il y a juste d'autres personnages qui sont pas moi, ou du moins qui parlent pas au jeu, qui existent dans le texte, mais que ces histoires-là, puis ces subjectivités-là arrivent un peu par la mienne, tu sais. Donc j'essaie de travailler aussi, puis je trouve que c'est intéressant parce que finalement, le roman, c'est pas dit où il va aller, tu sais, c'est comme, à un moment donné, il faut décider, tu sais, de qu'est-ce qui va se passer là-dedans. Puis c'est intéressant de le faire en étant conscient ou consciente de ça, tu sais, l'absence de notre propre subjectivité. Je trouve que ça nous donne une sorte de latitude ou de marge de manœuvre parce qu'on peut placer la caméra où on veut, on peut rentrer dans la tête de qui on veut au moment où on veut, puis produire des effets inattendus ou des effets de contradiction aussi parce qu'on peut, par exemple, aller voir comment ce qu'un personnage pense d'un autre personnage, puis après ça, voir comment l'autre personne se voit ou l'autre personne voit l'autre. Puis ça permet, je trouve, d'aller peut-être chercher du dissensus que j'avais peut-être plus de difficulté à aller chercher dans le jeu. Puis ça m'intéresse en fiction en général, le dissensus ou le conflit. Mais j'allais te poser une question par rapport à ça. Toi, je te manquais aussi. Tu sais, ces 2 moments-là, ils arrivent un peu dans tes 2 livres, comme pas à la moitié du livre, mais tu sais, comme dans une espèce de coupure, justement pour faire sentir au lecteur, là, on change de... Parce que je veux pas non plus divulgacher pour ceux qui ont pas lu tes livres, même si je crois que tout le monde les a lus. Mais, tu sais, est-ce que tu sais quand est-ce que ça doit arriver dans tes livres? Comme, à quel moment est-ce que tu négocies ce moment où tu crées la coupure, justement, et où tu brouilles un peu les pistes pour le jeu, avec le jeu, et avec, tu sais, comme qu'est-ce que tu endosses des personnages? Ouais, ben dans Querelle, je voulais le faire. Je voulais qu'il y ait comme une intervention de la voix narrative, tu sais, mais qui dit qu'elle s'appelle Kevin Lambert, mais c'est peut-être pas vrai, tu sais. C'est pas parce que la voix narrative dit qu'elle s'appelle comme ça qu'elle a raison. Mais je voulais qu'il y ait ça pour justement
un peu comme avertir les lectrices ou les lecteurs que il y a comme il y a un travail d'autorité, tu sais, dans la littérature, dans la narration. C'est-à-dire que dans un livre, la plupart du temps, on lit ce qui est écrit, puis on le prend pour acquis, tu sais, on le prend pour vrai parce qu'il y a une voix narrative qui nous le décrit ou qui nous le raconte. Mais donc le jeu vient un peu dire comme ouais, mais tu sais, tout ce que vous avez lu jusqu'à maintenant est peut-être raconté de manière biaisée ou de manière tendancieuse, c'est peut-être pas vrai, tu sais. Donc c'est un peu pour inviter, je pense, la personne qui lit à un peu se révolter contre la voix narrative parce qu'on peut aussi lire, moi je le pense, on peut aussi lire les romans en les trahissant, puis en même cherchant, tu sais, il y a des lecteurs comme Pierre Bayard, mettons, qui le font de manière un peu amusante, mais en dessous de ces lectures-là amusantes, il y a quelque chose de vrai. Je pense que dans les livres, on a vraiment, nous, comme lectrices, comme lecteurs, une marge de manœuvre, puis un droit, puis une capacité à trahir le texte, puis à lire autre chose. Mais sur le jeu, moi, je pourrais dire que mon dernier roman, justement, j'ai voulu l'écrire au jeu au début. Enfin, j'avais écrit une longue partie au début au jeu, puis je trouvais que ça amenait tellement de trucs dramatiques, d'une espèce de question d'une petite fille qui était aux prises, je sais pas, ça n'avait pas d'allure, c'était pas du tout le roman que je voulais écrire, je trouvais ça déprimant, je détestais ça, je détestais ce roman-là, je l'aurais jamais lu. Puis là, en changeant, ça m'a permis d'écrire quelque chose d'autre avec ce personnage-là, qui est peut-être plus moi que si j'avais été au jeu, justement, mais j'aime la fièvre du jeu, j'aime beaucoup la fièvre du jeu aussi. Puis j'ai écrit, mon premier roman était au jeu, puis ça reste le roman que je préfère, que j'ai écrit, enfin, je sais pas, parce que c'est un roman d'amour, puis j'ai aimé faire comme ça, puis je voudrais écrire d'autres romans au jeu aussi, mais c'est autre chose, c'est complètement autre chose. C'est beaucoup plus simple comme réponse, mais les gens simples n'ont pas d'histoire. Toujours en parlant de bac de lecture, peut-être est-ce que ça vous est déjà arrivé de justement vous parler avec un lecteur, avec une lectrice qui vous parle de votre ouvrage, puis compris complètement à l'envers, qui a fait une lecture un peu très différente de ce que vous vouliez. Dans ce cas-là, est-ce que vous le laissez un peu dans son mirage, ou vous dites non, c'est pas ça du tout que je voulais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Que ce soit une critique, que ce soit une lecture qui a été complètement un peu à contre-courant, finalement, de ce que vous vouliez faire? Moi, je trouve que c'est fascinant, cette question-là, pas moi personnellement, sur mon beau-père, par exemple, qui lit énormément. Il lit toujours le livre inverse que ce que je crois qu'il a lu. Ça, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que c'est intéressant de le contredire là-dessus? Je ne suis pas sûre. Le laisser... Ouais, moi je pense que c'est toutes les fois qu'on lit, tu sais, puis tous les lecteurs, puis... Mais juste tantôt, on en parlait, parce que j'ai lu évidemment le livre d'Olga, puis... tu sais, je sais pas qu'est-ce que tu as dit, qu'il y avait comme une dimension critique du communisme, puis moi je l'ai pas lu comme ça, tu sais, puis on en parlait de... Moi j'avais l'impression que le texte était beaucoup plus ambigu que ça par rapport au communisme, notamment, tu sais. Puis que c'était... Oui, les personnages sont parfois moqués, puis on décrit comme l'embrigadement communiste comme quelque chose de presque religieux, mais il y a aussi plein de moments où la narration nous dit un peu... ouais, mais tu sais, ils disent qu'ils adhèrent à ça, mais ils adhèrent pas tout à fait, tu sais, comme ils adhèrent en principe, mais quand ils s'en parlent, ils trouvent que ça n'a pas de bon sens, tu sais, ou des trucs comme ça. Fait que, tu sais, moi, juste tantôt, j'avais l'impression qu'on avait lu, puis toi, t'es une lectrice de ton livre aussi, j'imagine, mais je sais pas. Non. C'est moi qui l'ai écrit, par exemple. Ah ouais, pour vrai? Tu fais pas écrire par quelqu'un d'autre? Mais c'est ça, j'avais l'impression qu'on avait lu deux livres aussi, fait que mais c'est la beauté de la chose, non? Ben oui. Mais c'est quand même un peu la beauté de la littérature, d'hésiter comme ça, d'aller dans un sens, dans l'autre, par rapport au communisme, par exemple. J'ai l'impression d'avoir écrit un livre du découragement absolu de l'engagement politique, quoi. Moi, il n'y a plus rien dans l'engagement politique pour moi. Puis en même temps, cet horizon-là, c'est aussi quelque chose qui continue de me faire rêver, dont je voulais parler. Tu sais. Donc, c'est complètement ambivalent. Je pense que ça fait partie de ce qu'on fait, non, l'ambivalence.
Ben oui, moi je trouve ça très amusant quand les gens comprennent d'autres choses. Je veux dire, moi c'est comme, ah, mais là ce personnage était mort depuis le début, puis comme, ah ben non, pas vraiment pour moi, mais il peut être mort maintenant, pourquoi pas, là, tu sais. Je veux dire, je vois pas du tout l'intérêt de dire non à ça, là. Après, pour les critiques, ben ça c'est un autre truc complètement, mais on n'a aucun pouvoir là-dessus non plus, là. Après, faire des longues réponses, ça n'existe plus vraiment, c'est répondre à des critiques dans le, dans le devoir. Dire non, vous n'avez pas compris. Mais non, je pense pas que. Moi je pense que pas tout se vaut, mais tout peut être lu de façon très différente et. Faut en parler ensemble aussi après, c'est important, c'est intéressant. Ouais, de pouvoir en discuter, puis justement, d'avoir chacun un peu des manières d'interpréter ces romans-là, ces textes-là. Et dans chacun de vos romans, il y a toujours un pendant un peu sombre, un peu caché, je ne sais pas comment on pourrait le dire, puis qui peut être interprété différemment à chaque fois. Olga, tu disais que Kevin avait lu ce roman-là de manière très lumineuse, mais il y a des choses très dures qui se passent aussi dans ce roman-là, comme toi chez Kevin, toi aussi chez Alice. Est-ce que d'écrire comme ça des romans, de faire passer dans la fiction, c'est un peu pour vous une manière de régler des comptes, on va dire, sur des choses que vous trouvez injustes, sur je sais pas moi, des gens que vous aimez pas, de manière de faire passer un message. Est-ce que la fiction sert aussi à ça? De sublimer, est-ce que le film de la fiction sert à ça? À brouiller davantage les cartes sur des sujets en particulier? Ben moi, je trouve que oui. Je trouve que la fiction peut porter des idées, des points de vue, des engagements. Mais c'est toujours intéressant. En tout cas, moi, les livres que j'aime, c'est quand on sent qu'il y a ça, mais on sent que toutes les autres. Parce que je pense qu'on n'est jamais purement engagé ou purement certain ou certaine d'une chose. T'sais. En tout cas, moi, je ne le vis jamais comme ça. Je peux avoir une tendance vers une chose, mais ça vient avec une population entière de contradictions, puis de pulsions comme diverses et tout. Je pense que des fois, il y a comme des tensions dans les pulsions, mais que ça reste pulsionnel, justement, complexe et contradictoire. Puis que la littérature, justement, peut laisser la place à une direction, à une envie, à un avis même, mais qu'elle peut aussi accueillir toute la négativité de cette Comme sur le tension. syndicalisme dans Correct. Ouais, par exemple. Mm-hmm. Ben oui, moi aussi, je suis très d'accord avec vous. Je trouve que il y a rien de pire pour la fiction que quand elle devient prescriptive et tu sens qu'il y a vraiment un seul chemin possible dans un livre. Et au contraire, c'est ça, la fiction demeure vivante quand elle laisse une infinité de portes ouvertes là, et qu'elle pose des questions sans y répondre, comme c'est ça, comme Querelle ou comme une autre vie possible. Là, C'était quoi encore ta question complète? C'était une longue question. Non, mais il me semble qu'il y avait un aspect qu'on n'a pas... Ben, c'était pour que... Il y a toujours un aspect plus sombre que ce qu'on laisse présager. Il y a toujours ah oui, mais c'est un ça, peu malgré nous, finalement. Mm-hmm. Moi, en tout cas, ce que j'ai déjà essayé de faire un petit peu, mettons, dans le titre de transport, c'était quand même aussi de jouer sur les stéréotypes. Ça, je pense que quand même pas de porter un message, mais de juste essayer de voir, encore une fois, par le décalage, juste comme une vue un peu oblique sur des sujets ou comme de traiter des personnages qu'on voit moins, ou comme de types de personnages qu'on voit moins, ou des marginalités différentes un petit peu, ou des personnages que j'avais pas vus du moins suffisamment à mon goût dans ce que j'avais lu jusqu'ici. Ça veut pas dire qu'ils n'existaient pas, mais dans ma petite vie littéraire, pas encore. T'sais. Donc je pense qu'il y a ça, de défendre des idées ou des points de vue qu'on imagine, en tout cas, qui sont pas suffisamment présents. Il y a peut-être de ça un petit peu, là, comme moi j'ai toujours un petit peu cette idée de rendre justice à quelque chose, mais je sais jamais à quoi exactement je rends justice, je pense. Est-ce que tu trouves que le cinéma permet autant ça que la littérature? C'est peut-être con d'opposer l'un et l'autre, mais est-ce que le cinéma accueille la négativité de la même manière? Pour ça, je prends le micro. Honnêtement, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'en ce moment-là, je trouve dans le monde du cinéma, c'est hyper polarisé, polarisant. Les gens veulent statuer sur les choses beaucoup et, mettons, je sais pas si vous avez vu Titan en ce moment-là qui joue au ciné. C'est le genre de film que soit les gens détestent, soit les gens adorent et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de la négativité ou en tout cas la pluralité des avis. Tout s'éteint très vite. Là. Tu sais, comme les gens apprécient pas, on dirait, comme rester dans cette espèce de zone grise. Alors, je dirais que oui, un petit peu la littérature permet plus ça. Je sais pas si on parle plus longtemps des livres de cette manière-là, mais pourtant, tu sais, je veux dire, le cinéma devrait faire ça, mais je trouve pas qu'en ce moment, nécessairement, la critique représente ça. Mais ça veut pas dire que le milieu est pas vivant et en ébullition quand même, mais je trouve que on veut trop plaquer des choses où on met dans des cases rapidement les films.
Mais je sais pas si ça répond à ta question. Mais oui, mais vraiment. Mais moi, je trouve aussi que comme personne qui regarde des films, des fois, j'ai comme des réflexes d'interprétation qui sont plus basiques, mais j'ai pas étudié en cinéma non plus, tu sais, fait que je sais pas. Ah, puis avoue, tu t'es fait casser souvent et on te disait comme ça, non, c'est pas ça l'interprétation du film, là. Non, non, mais aussi, genre, des fois, je m'attends à ce que, je sais pas, un méchant dans un film, quelqu'un qui fait quelque chose de pas correct, soit comme condamné par le film à un moment, tu sais, qu'il se passe de quoi. Mais j'ai pas ça avec la littérature, fait que je sais pas si c'est juste moi ou que. Tes attentes sont différentes. Ouais, C'est ça peut-être. la mystique de la littérature. Ça nous sauvera du J'espère. pire. Oui, j'espère. En tout cas, de l'idéologie. Est-ce que, j'avais peut-être dans le même ordre d'idée envie de parler avec vous, ma question est-ce que vous écrivez malgré vous? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une idée de projet? Tu nous parlais, Olga, tout à l'heure, de vouloir écrire sur jeu, ça ne fonctionnait pas beaucoup. Est-ce que vous êtes surpris par la direction que va prendre votre ouvrage, par votre texte? Alice, tu disais tout à l'heure, bon, la voix de Montréal a émergé à un moment donné. Est-ce que vous vous surprenez, puis est-ce que c'est encore une fois, je dirais, une manière de brouiller les pistes, mais par rapport à vous-même comme romancier, romancière? Moi, j'ai pas été tellement surprise par mon livre, pas cette fois-ci. Mais bon. Bon, Moi, j'aime bien contrôler les choses dans la vie, donc ça m'angoisse énormément quand ce genre de choses arrivent dans l'écriture, mais c'est tout à fait le fun aussi d'une certaine manière. C'est moins la structure qui me surprend parce que ça, j'en ai vraiment besoin. On dirait que je peux pas juste faire « Ah, je vais écrire une page blanche, je sais pas où je m'en vais. » Il faut quand même que j'ai une mini-armature, une espèce de charpente de livre, là, ou je sais pas. Mais par contre, les personnages que j'écris, puis c'est pas du tout finalement ce que je pensais écrire, ou comme j'ai une idée là. Puis moi, j'écris beaucoup ça avec la musique, donc des fois, il y a des paroles qui viennent, et là, j'ai un mot ou une phrase qui vient, là, ça change complètement le circuit de ce que j'avais imaginé comme histoire. Donc, où je lis des livres, je suis très, très, très dans les autres arts pour m'inspirer, on va dire, là, comme où je peux avoir vu une pièce et là, il va y avoir des inspirations un peu en filigrane. Donc, je pense que je laisse beaucoup ça émerger, mais ma structure, il faut qu'elle soit solide, sinon, là, j'ai l'impression que tout s'écroule facilement. peut-être les personnages, on pense plus à eux quand on les écrit, en tout cas, tu sais, on se met à penser à eux, ce qu'ils pensaient au fond, ou ce qu'ils pensent au fond. Mm-hmm. Ça, c'est pas mal, quoi. On les découvre, d'une certaine façon. À essayer de les rendre crédibles. À les connaître, à les... Ouais. Moi, je pense que souvent, je pars avec un propos beaucoup plus clair. Tu sais, je me dis, je vais écrire un livre contre ça, contre le capitalisme. Moi, je suis plus dans l'idéologie. mais que c'est ça, en cours de route, finalement, je me perds un peu. Puis aussi, je trouve que souvent dans l'écriture, on est dans une... En tout cas, moi, je suis dans une position d'ignorance. Tu sais, c'est que j'ai comme le sentiment ou l'intuition que le texte doit aller vers ça, mais je sais pas pourquoi. Puis j'essaie de pas trop me le demander non plus. J'essaie de préserver une forme d'ignorance ou de bêtise. Puis je trouve que c'est important de garder ça. Puis c'est dur aussi. C'est comme précieux, cette espèce de naïveté-là qu'on a quand on écrit. Puis... ouais, puis tout, tu sais, après ça, quand on nous pose des questions sur le livre, il faut comme tout remplir les trous, on dirait, puis il faut, tu sais, on n'est pas invité à garder une forme d'opacité dans nos réponses, là, généralement, tu sais, dans les médias, par exemple, mais je trouve que, pourtant, quand on écrit, les choses sont souvent opaques. Justement, en parlant d'opacité, je voudrais revenir, Kevin, j'ai relu cette semaine des réponses au questionnaire de la Québécoise. Kevin a fait il y a des choses très belles là-dedans. C'est du placement de produits. Je suis plus là-bas, c'est correct. Tu écris, on nous répète sans cesse que nous sommes dans une culture de l'image. Et je me dis qu'un des rôles de la pensée queer aujourd'hui pourrait être de continuer à repenser déjà l'anonyme, l'informe, l'irreprésentable, l'invisible. Puis je voudrais vous amener sur un peu l'image maintenant que les écrivains ont sur les médias sociaux. Parce que depuis quelques années, je trouve qu'il y a vraiment une marchandisation suprême des écrivains, des artistes, c'est pas juste les écrivains-écrivaines, mais bon, de tous les artistes sur les médias sociaux. Et je me demande si ça brouille les cartes aussi sur ceux qu'on voit en train d'écrire, ceux qu'on voit qui sont partis dans des chalets, il y a comme une attente qui se crée, puis il y a une distance, je trouve, entre l'ouvrage qu'on va lire plus tard, la personne et sa représentation sur les médias sociaux. Et ça, pour moi, dans les dernières années, je trouve ça très troublant.
Je ne sais pas s'il n'y a pas trop de questions là-dedans, mais bon, peut-être un peu comment on repense, parce qu'on s'entend, bon, la lecture c'est un geste ça, la lecture après, c'est l'écriture c'est un geste ça, la lecture c'est un geste ça, mais comment on repense dans tout ça avec les médias sociaux, là, l'anonymat, l'informe, l'irreprésentable, pour reprendre tes mots. Puis enfin, est-ce que vous êtes des gens qui aimez vous exposer sur les médias sociaux, exposer votre processus de création finalement? Il y a plein de volets dans ma question. Ouais. Choisissez ce que vous voulez. Non, mais je trouve que c'est une question vraiment intéressante parce que moi, je ne l'ai pas vu discuter ailleurs. Moi, ça me met. Je trouve ça drôle et à la fois malaisant à bien des niveaux. J'ai jamais mis jour 14, work in progress, prochain roman, quoi que ce soit. Je peux comprendre le processus créatif derrière l'idée. Après, j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux, je pense, pour mon écriture. Mais j'ai l'impression que ceux qui le font, c'est pas non plus une culture du vedettariat ou quoi que ce soit, c'est pas la même chose. Donc, c'est comme de capter, j'ai l'impression, encore là, je reviens à la question du petit, mais des petits instants, tu sais, si on veut la vie de quelqu'un sur les réseaux, c'est par petites stories, c'est par petits moments, c'est un petit dévoilement ici, là. Donc, c'est comme une espèce de morcellement de l'auteur aussi qui arrive dans ce processus-là. Après, je pense que ça profite pas nécessairement au livre, très honnêtement, parce que pas qu'on s'en fout des auteurs, mais moi je repense à Catherine et à, de Lettres québécoises à un autre, au libraire. J'avais fait un entretien avec Catherine Marikakis et je lui avais posé cette question à un moment donné, qu'est-ce que tu penses des auteurs? Elle était comme, les auteurs, il faut pas qu'on les rencontre, ils sont tellement plates qu'on les rencontre, ça n'a aucun intérêt, tout ça. Puis je suis un peu d'accord avec elle dans le sens où comme c'est les livres qu'on veut et après, ça vient brouiller en effet les cartes d'apposer, tu sais, est-ce que, tu sais, mettons toi Kev, les gens sont comme, c'est comme, ils te voient après à travers ton livre et comme là ça devient un jeu de te rechercher partout, tu sais, il y a comme cette espèce de, pour moi c'est pas que c'est inutile, mais c'est à côté du livre tout ça et ça, c'est pour le lectorat, je trouve que ça brouille les cartes, surtout quand c'est des trucs un peu plus auto-fictionnels, je vois l'intérêt, mais c'est comme trop obvious, on dirait, tu sais, donc... Après, je comprends le besoin de faire la promotion sur les réseaux sociaux, mais moi, je m'en tiens modérément. Ben, en tout cas, un peu, mais pas trop. Moi, j'ai de la misère avec ça. Je trouve que, tu sais, c'est comme le dévoilement sur les réseaux sociaux, c'est un dévoilement qui cache, tu sais. Puis je trouve qu'on le pense pas assez par rapport à ce qui est masqué, tu sais, parce que quand on montre quelque chose, il y a tout un univers autour qu'on montre pas, tu sais. On pense juste les médias sociaux comme une fenêtre, mais je pense que parce que moi j'essaie de pas les comprendre comme ça, parce que je pense aussi que c'est quelque chose de... Ça obscurcit aussi les médias sociaux, même si ça nous promet une forme de visibilité, puis de relations plus directes aux gens. Je pense que c'est pas tout à fait juste. Puis moi, je suis un peu avide, puis de penser là-dessus, tu sais, comme c'est quoi le type de visibilité sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on est vraiment dans le registre du visible, même si c'est des images, tu sais? Est-ce que, c'est ça, est-ce que, moi j'ai tendance à penser qu'il y a une sorte de, un peu comme ce que Foucault décrit de l'aveu, là, tu sais, comme l'attente envers l'aveu, que l'aveu est pas un geste d'honnêteté ou de communication entre un individu puis un autre. Il y a aussi une forme d'attente de l'aveu. L'aveu est comme un geste qu'on fait presque de manière pas obligatoire, mais pas loin, tu sais. Puis des fois, j'ai l'impression que moi, je la ressens, cette pression-là, puis j'essaie de gérer. Puis plus concrètement, moi, ce que je trouve un peu vulgaire, c'est les reposts tout le temps. C'est comme... Parce que je trouve que... Parce que moi, j'essaie de me demander, bon, qu'est-ce que j'envoie comme message. Moi, j'essaie de mettre mes lectures. Tu sais, ça m'intéresse. Je mets pas tout d'ailleurs, mais quand je lis un livre que je trouve qui vaut la peine, je le mets juste pour dire aux gens comme, j'ai lu ce livre-là. Peut-être que si vous l'avez lu aussi, puis on peut jaser en privé après, ou peut-être que ça va vous intéresser, de savoir que ça existe. Mais je trouve que quand on fait juste reposter, genre, telle personne qui a lu mon livre, le message qu'on envoie, c'est juste des gens me lisent, puis je trouve que là, c'est pas full intéressant. En tout cas, moi, comme consommateur, après de reposter... Mais le vois-tu comme une gratitude que tu sais pas comment dire merci à ton lecteur, fait que tu fais ça, tu sais? C'est comme... Ouais, sûrement, je pense qu'il y a des gens qui vivent comme ça, ouais. C'est bizarre. Mais après, qu'est-ce que ça dit à part ça, tu sais? Rien. Tu peux lui dire merci en privé, en tout cas, je sais pas. Oui, ça se mord la queue tout le temps. On peut se reposter, de se donner des tapes dans le dos, puis tout ça, mais... Mais ça prend beaucoup de place aussi, tu sais, puis je trouve que c'est bien que les éditeurs le fassent. Mais moi aussi, je suis avide plus de
de retours sur les livres, tu sais, puis il n'y en a pas beaucoup de retours sur les livres quand même. Moi, je trouve que c'est difficile sur les médias sociaux, en tout cas, d'avoir des discussions littéraires, de rencontrer. C'est même impossible. C'est- Mm. Oui. On Est-ce ne que même tu... pas de quoi vous parler. Est-ce que C'est tu vraiment partages trop ton de atelier? génération Oui, X. c'est là, ça. vraiment. Mais je Rien trouve à que ça foutre. devient tellement important. Puis j'ai l'impression, en tout cas, que ça va, dans le futur, peut-être changer une certaine manière d'écrire et de percevoir des ouvrages. Je me pose personnellement beaucoup de questions sur ce rapport-là aux écrivains, aux médias sociaux, de la représentation de soi et de l'atelier de l'écrivain. C'est comme si on était toujours un peu en performance. Tout le monde, on veut montrer qu'on a lu des livres, qu'on a visité tel endroit. Puis je trouve que certains les écrivains le font très bien, c'est très intéressant. Puis parfois, ça peut amener, au contraire, souvent, ça peut nuire même à l'œuvre. Et ça va, en tout cas, personnellement, moi, ça va des fois me rebuter de lire un certain ouvrage que j'aurais bien aimé. Mais c'est intéressant aussi, celles et ceux qui embrassent au fond les ambiguïtés du médium, tu sais, qui vont vraiment, tu sais, à l'inverse, qui vont au complet là-dedans. Tu sais, comme ben, le texte de Daphné B. Maquillée, c'est là-dessus, entre autres. Puis même, elle, son Instagram, on peut presque le lire comme une plateforme de performance artistique, tu sais, par moment, ou sur Facebook aussi. Tu sais, il y a quelque chose, c'est comme, je trouve qu'il y a aussi une manière de, tu sais, l'utiliser, que ça devient presque une œuvre d'art, tu sais. Puis, Oui, bien sûr. ouais. Ça, moi, ça m'intéresse en Mais tout cas, c'est pas ça. la Là. façon commune, quoi. Non, c'est ça, c'est autre chose. En tout cas, ouais. Parce qu'il existe des artistes visuels Instagram, là, et je me demande s'il va y avoir un jour des écrivains Instagram, par exemple, puis qu'est-ce que Ben ça oui. pourrait donner en termes de... Est-ce qu'on va Il y en a prendre déjà, ça, puis oui, il y en a, mais on va les publier. Est-ce que le même processus encore... ça va, pour moi, c'est encore une étape de plus pour brouiller les cartes avec le lectorat. Donc, Non, moi, je trouve ça intéressant, ça. Ben, comme Gabriel Cholette, il a publié un texte, puis c'était tous des posts Instagram au début, puis c'est devenu un livre, puis c'est intéressant, tu sais, que ça a existé d'abord sous forme de texte sur Instagram. Moi, ça, je trouve ça vraiment fascinant. Là. ouais, c'est... Oui. Voilà, c'était ma question pour moi. Je vais poser une dernière question, puis peut-être ensuite, si vous souhaitez, il va y avoir du temps pour vous, si vous souhaitez poser des questions à nos trois chers auteurs aussi, ici. Encore une fois, tu m'as beaucoup inspiré, Alice. Ben, pour dis donc, cette, tant mieux. je suis allée chercher encore une discussion entre... je ne sais pas si tu voudras raconter, mais bon, c'est dans le métro, je crois que c'est ta mère qui voit les gens qui lisent Mishima, puis elle se demande s'ils rient au même endroit, s'ils comprennent, s'ils ont les mêmes références culturelles et tout ça. Puis elle se demande, bon, si la ligne entre le réalisme et le merveilleux est la même entre, bon, on va dire les lecteurs occidentaux et les lecteurs japonais de Mishima. Puis je me demandais pour vous, quand vous écrivez, est-ce que vous tracez justement une ligne entre réalisme et merveilleux? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe peut-être aussi comme lecteur? Parce que, bon, vous êtes avant tout lecteur, mais cette fine ligne-là, pour moi, entre le réalisme et le merveilleux, quand on glisse, quand on revient, est-ce que c'est quelque chose d'important dans... Peut-être que ça se prête bien aussi à cet ouvrage-là. Ben oui, tout à fait, parce que ce soit Néo Sakura, villégiature ou titre de transport, c'est comme, oui, des situations avec comme des lieux qui sont très ancrés dans le réel, et s'il n'y avait pas cette fine petite couche de, que ce soit, ben là, tu vois, c'est merveilleux, nous-mêmes, ben, c'est comme l'idée de travailler de l'émerveillement, mais sans le côté taki qui est accolé un petit peu au terme, tu sais, que ça soit juste vraiment regarder, puis comme donner une couche d'épaisseur à ce regard-là, comme une nouvelle densité à ce qu'on voit, et qui joue justement entre la fiction, l'imagination, le réel, le faux, les espèces de, comment dire, pas surenchant, mais de grossissement, je sais pas, comme de sublimation, j'invente des mots, là, de trucs que tu t'imagines qui créent une espèce de monde dans ta tête, et comme de le retranscrire, mais tout en restant dans la réalité aussi. Donc c'est vraiment dans ce décalage-là, et je pense que oui, c'est ça, le réalisme merveilleux, c'est toujours de donner une petite épaisseur nouvelle. J'ai pas d'autres mots, mais je peux revenir après et réfléchir, mais je pense que oui, c'est important, ça. Le plat, là, le ras les pâquerettes, un peu, c'est pas super le fun. Ben, pas que je suis pas fan de naturalisme, parce que je pense que comme moi, c'est pas ce que j'essaie de faire non plus, là, mais surtout, c'est ça, c'est le regard oblique, là, de travailler un peu à côté de ce que tu penses voir, je pense.
Moi, j'aime bien le terme de sublimation. C'est-tu un mot? Oui, sublimation. Bien sûr. Alga, est-ce que tu veux me parler de nous parler de un peu comment tu... Du merveilleux. Oui. Mais parce que le merveilleux, moi, c'est vraiment la révolution, là, pour le coup. Pour ce livre-là, c'est vraiment la révolution, c'est vraiment rêver de la révolution. Mais en rêver très fort, là, c'est pas des paroles en l'air, là, c'est se coucher le soir, puis espérer que le lendemain, le grand jour va avoir lieu, que les lendemains qui chantent vont vraiment arriver. Ça, ça se prêtait bien à ce livre-là, disons. C'était le merveilleux de ce livre-là. Je ne suis pas sûre que ça soit un merveilleux au fond, mais dans la tête du narrateur et des gens qui ont pu, pas du narrateur d'ailleurs, mais dans la tête des gens ou du personnage qui ont rêvé de la révolution, c'était ça le merveilleux. C'est un merveilleux très près du plancher des vaches en même temps, et qui a pu tomber aussi facilement, quoi, d'une certaine façon, mais pas complètement, quoi, qui reste... Ah non, pas complètement, il y a encore... oui, ton... oui. Non, c'est ça, mais c'est quelque chose d'assez... On en parlait tout à l'heure, mais c'est quelque chose d'assez spécial, le communisme, parce que quand on a été, pour certains en tout cas, qui ont été communistes, c'est comme si ça restait après, même si tu veux plus ça, même si tu sais que c'est moche ce qui s'est passé, même si tu sais tout, même si... Mais ce qu'il y avait à la base, ce rêve-là était gigantesque, énorme, très chaleureux, très accueillant, comme on dit maintenant, bienveillant. Puis ça serait ça le merveilleux. Merci. Kevin, est-ce que tu veux parler aussi du merveilleux? Parce que dans tes romans, on va dans le fantastique pratiquement. Je ne sais pas si tu peux toi-même utiliser ce terme-là, mais bon, dans le... Ouais, moi je vois pas ça nécessairement comme fantastique, mais tu sais, on pourrait dire ça. Mais je vois plus comme le réalisme. Tu sais, si on cherche une définition du réalisme, c'est, tu sais, finalement, c'est comme la conception du monde qui correspond à celle de la majorité des individus. Tu sais, c'est comme ce qui est le plus proche de la norme. Tu sais, puis je pense que j'essaye comme de travailler dans mes textes quelque chose qui est comme pas normatif, mais aussi dans la représentation du monde. Tu sais, puis finalement, quand il prête un peu attention, cette vision-là, tu sais, qu'on pourrait dire, je sais pas, là, du réalisme magique ou fantastique, elle est là tous les jours, tu sais, on l'a dans notre conception des choses. En tout cas, moi, je ne vois pas je vois pas les humains comme des êtres très rationnels, là, tu sais, je pense on est souvent bien plus travaillé par comme les chimères qu'on s'imagine que par la réalité. Fait que, non, je pense que juste, c'est comme une... Est-ce qu'on y prête attention ou non, mais je pense que c'est toujours là, tu sais, quand même. Puis, tu sais, moi, tu sais, des fantômes, par exemple, moi, je suis convaincu que ça existe. C'est pas... pour moi, c'est même pas une question, tu sais, c'est une évidence que c'est là, mais après ça, c'est quoi un fantôme, tu sais, comme, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans, puis j'ai pas encore lu le livre d'Anne René, d'ailleurs, mais j'ai hâte. Merci beaucoup les trois. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour nos super invités? Oui, madame. Essayer d'être clair. La question s'adresse à qui veut bien répondre. Est-ce que vous considérez qu'à un certain moment, sans doute après l'écriture, que vous arrivez à devenir lecteur de vos propres textes, de votre propre roman, c'est-à-dire à vous dégager dans la mesure du possible la genèse, des interrogations, des doutes, et soit parce que ça fait longtemps que le livre a été publié, ou soit parce que l'éditeur vous a fait dégager de ces allers-retours que vous avez faits. Parce que... Moi, je peux répondre juste à un petit truc, c'est que comme je suis éditrice, maintenant je suis la directrice littéraire de la maison, puis on parlait de la réalité qui se tord, et crochir la réalité, c'est bon ça quand tu es éditeur, parce que, ou éditrice, quand c'est impossible de se relire après ça d'une certaine façon, ou en tout cas il faut beaucoup d'années passent, parce que c'est comme si je suis impitoyable sur moi-même, là, mais pas juste comme auteur, là, je suis impitoyable comme si j'étais correctrice en même temps, comme si j'étais éditrice en même temps, puis c'est pas évident. C'est juste pas... C'est ça, disons que... Mais je pense que Kevin, je me souviens de Kevin très très exigeant face à lui-même sur son texte, sur Querelle la première fois qu'il l'a relu.
Puis se disant, ah, je sais pas quoi, je sais pas, tu te rappelles de ça, tu doutais tout à coup, est-ce que j'aurais dû, est-ce que, et tout ça, mais je pense pas que tu doutais vraiment de ton livre, là, mais au fond, je te renvoie la balle de cette façon-là. Ouais, moi, quand ça arrive, j'essaie d'en profiter, là, tu sais, pendant les comme 2-3 minutes où ça se peut. Mais j'ai pas vraiment j'arrive jamais vraiment à lire de manière détachée, mais c'est surtout des sentiments négatifs que j'ai quand je lis. Fait que j'ai rarement aussi je suis rarement satisfait, là, tu sais, c'est rare que je lis un chapitre puis je suis comme ah, ça, c'est vraiment réussi. En fait, je me dis jamais ça, tu sais. Fait que j'essaie plus de comme calmer la voix cruelle que je suis pas rendu au stade de enjoy. Non, c'est ça. On est tous assez, je pense, impitoyables avec nous-mêmes. Puis je pense même que le moment où tu penses que c'est bon, là, take a step back parce que souvent, c'est pas si bon que ça. C'est souvent les petites fulgurances qui arrivent dans ton texte, tu t'en es même pas rendu compte et c'est comme ton éditrice ou comme la correctrice, la réviseur qui vont te dire « Ah, ça, c'était vraiment bon. » Puis là, tu vas être comme « Ah, je voyais même pas ça comme ça, finalement, OK. » Mais c'est pour ça je pense que l'écriture brouille les pistes de nos propres attentes face à qu'est-ce qu'on pense qui va être bon ou non. Puis il faut... En tout cas, moi, je sais qu'il y avait des choses dans le premier livre où Olga était mon éditrice pour le premier aussi, puis j'étais ah, ça, c'est sûr que c'est vraiment bon, cette phrase-là. Puis tu sais, j'étais contente que tu les aies coupées, finalement. Fait que c'est évidemment un travail d'humilité aussi de pas s'accrocher aux choses, mais je pense que tu as raison, Kev, aussi. Ça arrive comme des espèces de moments où là, tu te vois, où ça fait longtemps que tu n'as pas pensé à ton livre et tu le réouvres comme quelque chose de... Puis aussi quand ton ego est loin là, du livre, je pense, là, quand tu n'es plus non plus dans l'espèce de qui l'a lu ou quoi que ce soit, là, que là, tu peux vraiment le réouvrir. Mais c'est très difficile aussi de réouvrir un livre que tu as fait il y a longtemps. C'est pour ça que je peux dire, moi, tout à l'heure, j'ai dit, mon premier, c'est il y a 15 ans. Donc, je l'ai écrit il y a plus de 15 ans. Puis c'est celui que je préfère parce que justement, c'est très, très loin d'une certaine manière, peut-être, j'imagine. Mais comme éditeur, même recevoir le livre, quand ils arrivent, les livres de chez l'imprimeur, pas nos livres, pas mes livres à moi, mais toute l'équipe, on n'arrive pas à regarder le livre au début. On dit, ah, il est beau, mais on le tient un peu loin parce qu'on a peur qu'il y ait une grosse coquille, un truc, quoi. Tu sais, Première page. Mais non, mais tu sais, c'est affreux, quoi. Il y a quelque chose de... Puis après, on se calme. Non, c'est ça, mais t'as comme ce déphasage de comme c'est ça, le livre. Tu te sens complètement extérieur à cette petite chose qui existe maintenant. Ouais. Il faut beaucoup d'humilité pour tout, finalement. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a une autre question? Et merci pour cette question-là. Merci beaucoup, oui. Sinon, je pourrais vous remercier les trois. Remercier aussi l'équipe de la librairie Gallimard qui nous accueille toujours très bien. Et longue vie à Héliotrope. On souhaite beaucoup plus qu'un autre 15 ans. Pour les 30 ans, on se revoit. Pour les 30 ans, c'est ça. Donc, merci Olga, merci Kevin. Merci beaucoup à la Merci à Oui. Il y a tout, Oui, c'est en bas. Merci, c'était très chouette. J'ai coupé dans ma question, ça serait long.